bataillons de tirailleurs sénégalais existaient. Et en 1914, plus de 17 000 hommes étaient engagés en tant que tirailleurs. Jusqu'à cette date, la mise sur pied de la force noire reste à l'état d'expérience. Avec la guerre, le recrutement devient plus systématique dans toute l'Afrique occidentale française, provoquant des résistances de la part des maisons de commerce qui considéraient déjà la main-d'œuvre comme trop rare pour la production des exploitations agricoles. Les recruteurs insistaient sur les avantages du métier militaire et les primes, les pensions, la considération, utiliser les chefs et les agents politiques pour faire la propagande sur les marchés. Et ne pas parler de servir loin du pays des ancêtres. Pour autant, les populations ne se laissent pas partout convaincre aussi aisément que l'affirmement jeune. Très vite, des réticences et résistances vont apparaître de la part des populations locales. On voit apparaître les revendications de la part de populations locales ainsi que de chefs et notables du Dahomey, par exemple, la Pierre Bénin, qui déclaraient vouloir servir la France, mais à condition que leurs enfants puissent acquérir la qualité de citoyens à l'exemple des originaires des 4 communes du Sénégal. En effet, les personnes habitant Dakar, Saint-Louis, Gorée et Rufisque avaient le statut de citoyen et non de sujet. Cela leur permettait notamment d'élire un député à la Chambre métropolitaine, ainsi que de ne pas être incorporés dans les tirailleurs. Mais voulant être totalement assimilés aux citoyens de métropole, le représentant des 4 communes, Blaise Diagne, demandera à ce que ses administrés soient soumis à la circonscription, comme cela est le cas pour les citoyens de métropole. Ces revendications, celles de Blaise Diagne et celles des notables du Dahomey, ouvrent le débat sur le prix du sang, qui deviendra fondamental après la guerre. Malgré les inquiétudes des autorités coloniales de Dakar, qui était à l'époque la capitale de l'Afrique occidentale française, un grand recrutement est lancé en 1915. Les recrutements se déroulent avec inégalité, arbitraire, car les modalités des levées sont laissées aux intermédiaires, donc le plus souvent noirs. Cette délégation est notamment due à un manque de personnel d'encadrement sur l'ensemble de la colonie. Et il faut rappeler que ce déficit n'est pas lié au conflit. Pour pallier à ces carences, les intermédiaires font un premier recrutement qu'ils présentent au commandant de cercle, à un officier ou à un médecin militaire. Dès octobre 1914, des résistances apparaissent et il s'agit parfois de refus individuels, de désertion, de mutilation volontaire. Dans un premier temps, ces signes n'apparaissent pas alarmants aux autorités. Les fuites de brousse et dans les colonies frontalières constituent la forme la plus courante de refus du recrutement. Car en effet, seule la France pratique la circonscription dans ses colonies. Malgré tout, dans certaines régions, la circonscription se passe mieux comme en pays Mossi, où la levée de troupes est facilitée par des structures hiérarchiques très anciennes et les bonnes relations entre les chefs traditionnels et les autorités politiques. Dans certains cas,
les notables traditionnels s'engagent personnellement ou engagent leur lignage au service de la France. Mais de manière plus générale, ils ont tendance à faire reposer le poids de la conscription sur les paysans. Ces notables traditionnels eurent à jongler entre les besoins de l'administration avec qui ils étaient liés et le ressentiment des populations. Au début de la guerre, les originaires des 4 communes échappaient à la conscription paradoxalement à leur statut de citoyen équivalent à celui des métropolitains. De ce fait, les banlieues de Dakar et Saint-Louis se transforment en zone de refuge. Mais les nouveaux députés des 4 communes, élus en 1914, demandent d'élargir la reconnaissance politique et la citoyenneté contre l'acceptation de l'impôt du sang. Son idée ne concerne dans un premier temps que les élites sénégalaises et la jeunesse instruite. Blaise Diagne est d'autant plus écouté en métropole que c'est le seul élu africain à la Chambre des députés, mais également de par son appartenance au grand notable maçonnique. En 1915, une loi est adoptée soumettant les originaires à la conscription, ce qui soulève des oppositions, notamment sur l'égalité reconnue à travers le sacrifice, mais ce n'est pas tant cette égalité reconnue à quelques minorités que la contagion des revendications que l'on fait. Cette privatisation de main-d'œuvre ouvre ainsi à l'élargissement potentiel de leurs droits et engendre de nombreuses craintes et réticences de la part des représentants d'intérêts économiques de l'Afrique de l'Ouest. Mais on avait trop dit avant la guerre que l'Afrique française pouvait devenir un réservoir. Mais aussi l'Afrique occidentale française est touchée par les saignées démocratiques qu'elle a subies et qui la privent donc fort et robuste. Welcome to Turbo Bridge. Please enter your conference ID and press. The conference will begin when the host arrives. You will hear silence until the conference begins. Ok, monsieur Ben. Oui. Ok, vous continuez, s'il vous plaît. C'est la conférence qui a été établie. Ok. Cette privation de main-d'œuvre ainsi que l'élargissement potentiel de l'emploi engendre de nombreuses craintes et réticences de la part des représentants d'intérêts économiques de l'Afrique de l'Ouest. Mais on avait trop dit avant la guerre que l'Afrique française allait devenir un réservoir. Aussi, l'Afrique occidentale française chez les saignées démographiques qu'elle suit et qui la prive d'hommes forts et robustes en pleine force de la laissant des hommes ayant subi des mutilations volontaires pour éviter le service. En 1915, l'armée a fourni depuis la guerre 32 000 hommes, soit 3 fois plus que les 10 000 conscrits annuels escomptés par les prévisions de Branchen. La mobilisation en Afrique s'effectue très tôt sous la forme de pompages successifs, tant pour les soldats que pour les matières envoyées au pôle. En effet, un manque cruel de navires handicape les échanges entre l'AOF et la métropole. L'effort de guerre porte principalement sur l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique équatoriale française alimente la nouvelle conquête voisine
confisquer le Cameroun pris au début de la guerre aux Allemands. C'est en Afrique que les belligérants avaient le plus de kilomètres de frontières communes. Mais rien n'est réellement mis en place pour la défense de l'Afrique occidentale française. Même après que la mobilisation ait été décrétée. Les combats se relèvent assez mineurs sur le plan stratégique. Les Allemands essayant d'immobiliser le plus de leurs troupes adverses. L'effort de guerre se ressent d'autant plus en Afrique de l'Ouest que les colonies britanniques ne pratiquent pas la conscription. En 1917, suite à de nombreuses luttes intestines, Just Van Bolen est nommé gouverneur général de l'Afrique occidentale française. Il propose de fermer la colonie en tant que réservoir de soldats pour l'ouvrir en plus grand et en tant que réservoir de produits indispensables à la vie économique de la nation. Mais moins d'un mois après avoir reçu l'accord du ministre des colonies, le cabinet gouvernemental tombe et les nouvelles directives que sont l'Afrique de l'Ouest devra continuer à fournir des produits, mais aussi des hommes. En 1918, donc presque vers la fin de la guerre, pour faciliter une nouvelle campagne de conscription, le député Blaise Diagne est nommé commissaire de la République. Il arrive muni d'un arsenal de décrets qui laisse entrevoir aux indigènes un meilleur avenir, du moins pour ceux qui accepteront l'impôt du sang. Des compensations pour les familles, une prime de 200 francs de l'impôt et des exceptions fiscales sont accordées. Au combat, l'emploi tactique de tirailleurs ne fait vraiment l'objet d'une stratégie définie par l'état-major. Dans un premier temps, les bataillons de tirailleurs sénégalais sont envoyés au Maroc afin de libérer les troupes stationnées là-bas. Il est à noter que c'est au Maroc, avant la guerre, que quelques rares tirailleurs sénégalais auront eu l'épreuve du feu. Les nouveaux tirailleurs sont considérés comme ayant une moindre valeur militaire. Le général Joffre allant jusqu'au point de vouloir les renvoyer au Maroc. Pourtant, les BDS prirent part à de nombreuses et prestigieuses batailles, telles que la bataille de la Somme, la bataille des Dardanelles, où ils constituèrent le gros des troupes françaises. Les tirailleurs s'illustrèrent aussi lors de la bataille de Verdun, mais également au chemin des Dames et lors de la défense de Reims. Il convient de noter qu'au combat, les tirailleurs sont encadrés par des officiers et des sous-officiers blancs qui représentaient 7 à 10% de l'effectif total. Mais très vite, les bataillons sont reconstitués suite aux pertes de leur encadrement. Et ce même encadrement est jugé insuffisant sur le plan quantitatif et qualitatif. Suite à ces remplacements, les cadres européens qui ont été donnés ne connaissent pas ou les connaissent mal, paraissent avoir la conviction qu'un noir ne saurait marcher que si on cogne sur lui, ne voient que leurs défauts, ne leur reconnaissent aucune qualité. Au cours de la guerre, malgré une multiplication des unités combattantes, les changements restent malgré tout mineurs. Accroissement du nombre des blancs dans les unités, diversification ethnique,
attention plus soutenue à l'entraînement, promotion en nombre